Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'autodidacte. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Maria, dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Maria a un profil autodidacte sur pas mal de sujets, mais aujourd'hui, c'est pour son expertise sur la reconversion professionnelle et les comportements humains que j'ai décidé de l'inviter. Bonjour Maria. Bienvenue. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Donc, tu es hypnothérapeute. Tu proposes un accompagnement Trouver sa voie. C'est d'ailleurs en partie, ce que je disais tout à l'heure, grâce à elle que je suis devant vous. Enfin, grâce à elle ou à cause d'elle, on sait pas trop. On peut retrouver Maria sur positivy.fr et son Insta, c'est... Instagram, Maria-Positivy. Merci. Nous allons commencer par une présentation, même si j'en ai un petit peu parlé. Je veux bien que tu nous présentes ton parcours, si tu viens nous parler de toi. Merci encore une fois pour cette jolie invitation. Mon parcours a été un parcours assez classique, c'est-à-dire j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience commerciale dans les entreprises différentes. J'ai travaillé dans 7 entreprises différentes, dans 3 pays différents. Et justement, pendant toute cette période de ma carrière professionnelle, je n'arrivais pas à trouver mon bonheur. Je pense que c'est un peu comme ça que je peux le décrire. Ensuite, quand j'ai commencé à me poser des vraies questions sur ma vie professionnelle, sur pourquoi j'ai quitté à chaque fois une entreprise tous les 3 ans, ont commencé les belles choses dans ma vie. Je ne sais pas si tu souhaites que je parle maintenant de l'hypnose et de comment j'ai trouvé l'hypnose et comment je suis en arrivée là. Avec, c'est toi comme tu le sens. Si tu veux en parler maintenant, t'en parles maintenant. Pourquoi aujourd'hui justement je fais ce que j'ai fait, et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait d'être autodidacte. Comment j'ai découvert l'hypnose, ce qui était la première étape pour moi pour accompagner les personnes d'une manière efficace, mais aussi bienveillante. J'ai eu un accident d'équitation il y a quelques années, suite auquel je me suis retrouvée avec des douleurs chroniques en bas du dos. Et je n'arrivais pas du tout à guérir ces douleurs. Et c'est comme ça pendant cette période, qui n'était pas une période facile parce que j'étais d'un part au chômage et d'autre part avec des douleurs assez importantes quotidiennes. Je tombe sur un livre, La puissance de votre inconscient. Et je commence à lire ce livre. C'est justement le sujet de l'inconscient, du travail sur l'inconscient, ce qu'on aborde bien sûr pendant les séances d'hypnose. Et en suivant tout simplement les méthodes et les techniques dans ce livre, que je me guéris de mes douleurs chroniques. Donc, effectivement, j'ai jamais fait le lien avec ça, mais c'était ça le début de mon aventure en tant qu'une nouvelle personne dans la vie. J'avais entendu, je l'ai entendu ton anecdote, c'est vrai, tu disais, enfin, tu l'avais dit un peu différemment, mais tu avais dit que tu avais testé sur toi ce que tu avais appris dans le livre pour voir si ça marchait en gros, et ça a été le début de tout ça. De tout ça, et aussi effectivement de cette parce que j'ai envie de dire que c'est aussi un moyen de vivre, une manière de vivre, c'est d'apprendre par soi. Effectivement, j'ai jamais fait le lien avec le fait d'être autodidacte, mais c'était le début de cette aventure, effectivement. Donc aujourd'hui, tu proposes un accompagnement Trouver sa voie, c'est comme ça que... Enfin non, c'est pas comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus pour l'hypnose dans un premier temps, et après je suis venue pour trouver ma voie. Tout à fait, tout à fait. Donc Trouver sa voie, j'en ai déjà parlé, mais... Enfin, j'en ai parlé pour ceux qui auront vu écouter l'épisode précédent. C'est un bilan de compétences, mais qui sort du bilan classique. Et en quoi
en quoi il est différent? Bah, enfin, je peux en parler aussi, parce que je l'ai fait, mais parce que il y a des fois une image négative des bilans de compétences et les gens sortent souvent déçus de leur bilan. Euh, et moi, bon, c'était pas le cas avec Trouver sa voie, mais qu'est-ce qui fait son Mmh. petit plus, à part que c'est pas fait par toi, mais est-ce que C'est gentil, merci. C'est très juste ce que tu dis et justement, je faisais partie de ces personnes déçues dont tu parles. Parce qu'il y a 6 ans, quand j'étais, dans cette période de chômage que je viens d'évoquer avec des douleurs aussi, donc au niveau physique, ça n'allait pas, au niveau mental, ça n'allait pas. J'ai fait appel à un organisme de formation pour faire le bilan des compétences et j'ai trouvé que ce bilan des compétences, souvent, ne prend pas en compte, ta personnalité, tes valeurs, tes motivations, tes ambitions. Ça reste vraiment, entre guillemets, un résumé de tes compétences. Je raccourcis un peu, hein, bien sûr, et j'imagine, et c'est ce que je souhaite, c'est pas tous les organismes de formation qui le proposent comme ça, mais en tout cas, c'était mon expérience personnelle. J'ai été très déçue et à la fin du bilan, la conclusion, c'était: «Mais vous pouvez être commercial». Or, j'étais déjà commerciale depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé, après quand j'ai commencé avec l'hypnose, donc avec les thérapies, des thérapies différentes que j'ai testées aussi sur moi, avec des formations en coaching. C'est pour ça aussi, j'ai décidé de proposer cet accompagnement, Trouver sa voie, qui prend en compte les croyances limitantes, parce que souvent les personnes qui sont bloquées dans leur vie professionnelle pensent qu'elles peuvent pas accéder à quelque chose de différent pour elles. Ça fait partie tout simplement, pas du tout de leur capacité, mais de leurs croyances limitantes. Je prends aussi en compte, on travaille sur les blessures émotionnelles. Donc, par exemple, pourquoi on manque de confiance en nous? C'est parce que souvent, on a vécu quelque chose dans notre vie qui fait que nous manquons, de cette confiance en nous et que nous pouvons pas non plus à changer de métier, par exemple, ou changer d'orientation, professionnelle. Et on travaille bien sûr sur la confiance en soi aussi pendant cet accompagnement et c'est un travail, j'ai envie de dire, qui est très, très global. Donc c'est bien sûr aussi la compétence professionnelle, mais aussi toi en tant qu'une personne avec son caractère, sa personnalité, mais aussi le moment dans lequel tu te trouves dans ta vie. oui, j'allais dire la vie personnelle aussi est quand même bien pris en compte puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes problématiques d'une vie à l'autre. Donc c'est vrai que tu Tout fais à un fait. plan enfin court terme et moyen terme qui permet C'est de ça, s'adapter aussi à la vie de chacun. c'est ça et c'est vraiment différent quand tu es une jeune personne de 25 ans, quand tu es une maman qui vient d'avoir les enfants et tu as des priorités, des envies différentes par rapport à ta vie professionnelle et quand tu es aussi quelqu'un qui a 50 ans, qui, n'a plus d'enfants parce qu'ils sont partis, de la maison, par exemple. Et la vie vraiment, elle est différente. Donc ça, si on le prend pas en compte, on peut pas non plus, c'est ce que je pense en tout cas, retrouver une vie professionnelle, satisfaisante. Tu proposes quelque chose aussi qui sort un peu, enfin, je sais pas si c'est tout le temps comme ça parce que tu as été la seule avec qui j'ai fait un bien de compétences, mais tu proposes quand même des métiers, tu cherches et c'est peut-être pour ça aussi que je t'ai choisi, parce que je savais que je pouvais sortir des métiers traditionnels avec toi, justement. Que t'allais pas me proposer quelque chose, même si je sais qu'on a fait des plans, on a fait des choses quand même qui étaient viables, hein, parce que il fallait que ça soit viable sur le long terme. Enfin, tu m'aurais pas dit laisse tout, fais n'importe quoi. Enfin voilà. Mmh mh, mmh. Mais cette possibilité de pouvoir sortir des métiers traditionnels, je pense que c'est aussi une force du programme, enfin de ce que de l'accompagnement que tu proposes. Merci, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Je te remercie pour, ton témoignage. C'est aussi ce que moi j'ai vécu pendant l'accompagnement que moi j'ai eu, c'est-à-dire que souvent la plupart du temps, on se base sur les, fameuses fiches métiers. Donc tu as un métier de commercial, tu as un métier d'enseignant, mais soit tu es une commerciale, soit tu es, un enseignant, d'accord? Une enseignante. Or aujourd'hui, la vie change. Il y a aussi des personnes, qui
aiment, par exemple, avoir plusieurs activités en même temps, faire plusieurs activités en même temps. Ça, souvent, ce n'est pas du tout pris en compte dans les accompagnements. Il y a aussi des métiers hybrides, c'est-à-dire tu n'as pas un intitulé exact d'un poste, mais tu peux faire quelque chose, un métier qui comporte par exemple 2, 3 autres métiers. Tu as aussi un travail, je ne sais pas si tu en as entendu parler, en temps partagé. Par exemple, on peut être, souvent c'est dans le secrétariat ou dans les fonctions RH, tu peux être une RH en temps partagé, c'est-à-dire une personne qui travaille pour 2 voire 3 entreprises différentes. Si tu as envie de le faire, vas-y, moi j'ai envie de te dire, j'ai envie d'encourager les personnes pour les faire, parce que derrière tout ça, ce sont les motivations personnelles et le caractère de la personne. Donc j'essaye toujours, bien sûr, faire en sorte accompagner la personne pour que son projet à la fin soit viable, comme tu l'as dit, pour qu'elle puisse quand même retrouver de l'emploi et de l'emploi qui sera rémunéré aussi. Mais j'essaie de prendre aussi en compte tout ceci, et c'est de toute façon le cheminement personnel de chaque personne. C'est toi qui, je me rappelle, a commencé avec une idée, ensuite tu l'as développée, tu as cherché, tu t'es renseigné par rapport à plusieurs métiers qui touchaient à ce premier métier que tu as détecté lors de l'accompagnement. En fait, c'est toi qui fais le travail. Mais moi, je peux t'accompagner vers plusieurs choses auxquelles on pense pas forcément tout de suite. Mmh. Oui, oui, bon, après j'étais quand même oui, il a fallu un moment avant que j'ai une idée. J'étais pas mal dans le flou, mais ça me faisait le travail qu'on a fait quand même sur, ouais, sur la personnalité, sur les valeurs, sur les choses, ça a été bénéfique, en fait. Au départ, je voyais peut-être pas le le bout du Oui, tunnel, mais mais c'est je me rappelle du début de l'accompagnement, et tu n'es pas la première personne où tu disais pendant un certain temps, je suis perdue, je suis c'est ça, perdue. Et c'est moi, je ça. te disais, Laurence, c'est normal, tranquille. Il faut se perdre pour se retrouver. Et ouais, Mais mais c'est c'est vrai que effectivement une période déstabilisante. quand on a joué la Oui. sécurité pendant des années et que là on se retrouve un peu dans le flou artistique, quand je sais que t'aimes bien utiliser cette expression, c'était compliqué. Et du coup, bon, on en a parlé un petit peu, mais si tu, on va peut-être partager avec des gens qui se poseraient des questions, quelles peuvent être les plus grandes difficultés ou comment reconnaître les signes d'un burn-out ou d'une fatigue professionnelle. Donc, Enfin, à quel moment les gens peuvent se poser des questions et pourraient avoir besoin de faire un bilan de compétences ou demander un accompagnement pour trouver sa voie. d'accord, d'accord. Donc, ce que je peux dire par rapport au burn-out, même si je ne suis pas une experte dans ce domaine, je le dis de suite. Moi, dans les 7 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et vraiment j'ai connu la pression, j'ai connu le stress dans le milieu du travail, et je n'ai jamais eu de burn-out. Pourquoi? Parce que j'ai toujours estimé que j'étais la personne la plus importante dans ma vie. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui frôlent peut-être le burn-out ou qui se sentent pas bien dans les entreprises, à un moment donné, prenez soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale, et arrêtez-vous avant d'être en arrêt maladie. D'accord? Et on le sent, on sait qu'il y a une surcharge mentale, que le fameux vélo ne s'arrête pas dans la tête, qu'on pense toujours aux tâches qu'on a effectuées à l'entreprise, et on se donne et on se donne. On voit aussi qu'on travaille de plus en plus et qu'on n'a pas la fameuse reconnaissance dans l'entreprise. Donc, il y a des signes précurseurs. Et même Donc, physique, après, ça peut aller même jusqu'aux pleurs, ça peut aller tout à dans fait. le... Donc, physique, c'est les insomnies. C'est des douleurs qui commencent. Souvent, c'est dans le dos, dans le bas du dos, justement. Les épaules C'est aussi, non? D'en avoir... les épaules ouais. aussi, tout à fait. C'est la fameuse boule au ventre, c'est-à-dire un dimanche après-midi. Ça, par contre, je l'ai expérimenté, je l'ai connu. On commence à se sentir pas bien, on comprend peut-être pas dans un premier temps pourquoi, mais c'est parce que tout simplement, on appréhende lundi. Donc, soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie, et votre tête aussi, votre mental, et arrêtez-vous avant. Par exemple, j'ai accompagné plusieurs personnes qui m'ont dit, mais je n'arrivais pas à m'arrêter parce que l'entreprise, c'était tellement important, parce qu'on se sent bien sûr impliqué dans le travail, ce qui est bien, ce qui est très, très professionnel de notre part, mais souvent au détriment de notre santé physique et mentale.
Là, j'ai envie de dire, c'est souvent le cas des femmes, d'accord? Parce qu'on veut que tout soit bien fait, que tout soit parfait. Du coup, on néglige notre santé et voilà, comment ça se Tu termine. penses qu'il y a plus de femmes, enfin, dans les chiffres, tu connais il y a des chiffres Je qui, connais pas non, les non, chiffres. non, Encore une fois, je mais, ne suis pas experte dans le ouais, ouais, burn-out, non. mais par rapport à ce que je vois au cabinet, pour les séances d'hypnose, mais aussi les séances d'accompagnement en carrière professionnelle, c'est souvent les femmes qui veulent tout faire, qui veulent faire tellement bien et tellement beaucoup qu'elles se négligent tout simplement, qu'elles Et, s'oublient. ouais, donc ça fait peut-être partie aussi des grandes difficultés, quoi, qui C'est peuvent ça. apparaître, ou, enfin, les grandes difficultés qui peuvent nous empêcher de changer de voie. C'est pas ça que je voulais dire exactement. Mhm. Est-ce que tu penses que ça vient de l'éducation, ça vient de la société peut-être, ou, Absolument, absolument, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on gère beaucoup de choses, on gère la maison, souvent les enfants et souvent le travail et on a été quand même éduqués, si on parle des femmes bien sûr, pour être une fille sage qui fait tout, d'accord, ou enfin entre guillemets, il faut qu'elle ferme sa gueule, pardon, pardon l'expression, et qu'elle fasse tout comme il faut parce que c'est ce qu'il est attendu d'elle. Les hommes sont plus décidés. Les hommes osent plus déjà et n'ont pas de problème pour dire non. Nous, les femmes, on a beaucoup de difficultés pour s'affirmer, pour dire non. Pourquoi? Parce que entre autres, hein, on nous a appris d'être sages et de dire oui. Donc, mais c'est un sujet qui est complexe, oui, parce que euh, je te lance un peu sur ce sujet-là, oui, parce que avant de faire le podcast, quand j'ai commencé à avoir l'idée des interviews, des choses comme ça, j'avais l'a priori et la fausse idée que c'était aussi typiquement féminin d'avoir les genres de difficultés dont on va parler ensuite, mais qu'on a un petit peu abordé dans la légitimité, la confiance en soi. Et en fait, quand j'interroge quand même les hommes, enfin, ou les garçons, je sais pas comment dire, mais mes interviewés hommes que j'ai interrogés et que je vais interroger, en fait, ils les ont aussi, ces peurs-là. Alors, est-ce qu'ils les expriment différemment et du coup, ça se voit moins? Je sais pas quoi. Mais tu vois, j'étais partie avec un a priori et finalement, je suis en train de me dire, mais ils ont les mêmes problématiques, en fait. Mais peut-être ils les vivent pas pareil, en fait. C'est peut-être ça la différence. il y a ça, plus aussi, eux, ce qu'on attend d'eux, c'est être toujours fort, être toujours débrouillard. Donc, Et c'est pour ça que moi, c'est ça. devoir, enfin, c'est pas une forme de faiblesse, c'est pas ce que je veux dire, mais Mhm. de oui, ou après c'est peut-être l'image que nous on se fait des hommes et qui doivent être, et c'est encore une fois quelque chose de faux qu'on se fait dans notre tête. Euh, et là de parler avec eux, enfin sur ce sujet-là, bah si, oui, tout le monde a des difficultés. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire, ça me fait dire c'est humain en fait. C'est même pas masculin Tout à féminin, fait. c'est Tout à fait, c'est humain. Eux aussi, comme nous les femmes, ils ont été éduqués d'une certaine manière. Il y a des attentes sociétales envers eux. Après, là, je parle, c'est aussi l'expérience que je parle. J'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes. Aussi, je pense que c'est lié au fait que les hommes pourraient sentir comme faiblesse le besoin déjà de se faire accompagner. Donc, il y a ça aussi, et de se faire justement. accompagner par une femme. Il serait peut-être plus à même à se faire accompagner par un homme ou juste se faire accompagner tout Même court. quand tu leur parles d'une séance d'hypnose, par exemple, beaucoup, pas tous, hein, c'est à peu près 2 personnes sur 10 qui sont les hommes qui viennent me voir. Que ça soit par rapport à l'hypnose ou par rapport à l'accompagnement à trouver sa voie. Voilà, déjà, c'est vu comme un signe de faiblesse. Pareil, comme tu leur parles de se faire accompagner par un psychologue, par un Oui, c'est vrai. sophrologue, mais ça change Ça aussi. change, ouais, c'est vrai, en train d'évoluer, c'est vrai. En tout cas, si on parle du milieu professionnel, il a été quand même prouvé, parce que j'ai lu des statistiques par rapport à ça, que les femmes n'osent pas, par exemple, ou osent beaucoup moins souvent demander une augmentation des salaires, demander des congés, demander un arrêt maladie, d'accord? Parce que justement, il faut souvent qu'elle assure tout et partout et que tout soit parfait. Donc ça a été prouvé dans les statistiques. Je pourrais pas te dire les statistiques exactes, mais
je serais très, très loin déjà de généraliser, premièrement. Et deuxièmement, de dire que les hommes n'ont pas non plus des difficultés qu'ils auraient envie de surmonter, mais pas du tout. Et donc, du coup, quelles sont ces grandes difficultés qui peuvent apparaître quand on souhaite changer de voie, se reconvertir? Alors, la première, si on parle vraiment de la reconversion professionnelle et du changement de voie, c'est le grand sentiment de solitude. Donc déjà, qui commence aussi par le rejet de notre entourage. Donc on se sent souvent incompris, voire rejeté. Encore une petite anecdote, moi quand j'ai commencé à étudier l'hypnose, et vraiment j'étais à l'époque très très loin de penser qu'un jour je serais hypnothérapeute, et j'étais rejetée carrément par ma famille, donc par ma mère qui est médecin assez classique, qui savait à l'époque Oui, donc très très peu, cartésienne. voilà, tout à fait, qui savait très peu, surtout sur l'hypnose, parce que c'est souvent le manque de connaissances qui font que les personnes sont méfiantes. Oui, parce Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, même dans des cabinets, enfin des chirurgiens ou des choses comme ça, il y a moi j'ai vu des diplômes d'hypnose dans des cabinets de chirurgiens qui c'est ça. pratiquaient l'hypnose ou des anesthésies ou des choses comme ça. C'est de plus en plus répandu, hein. Tout à fait, ça se démocratise de plus en plus dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est vraiment, moi je pourrais en parler pendant des heures de l'hypnose parce que c'est un sujet qui est fascinant. Mais pour revenir sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans la reconversion professionnelle, c'est souvent ça, c'est souvent les proches, les amis qui disent non mais à quoi tu penses, franchement c'est n'importe quoi, t'as un super boulot mais qu'est-ce que tu veux de plus, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ce qu'il faut savoir dans ces moments, c'est que ces personnes-là projettent leur propre peur sur toi, d'accord, sur nous, sur les personnes qui veulent changer de voie. Et c'est ok, d'accord. Et un conseil que je peux donner, c'est tout simplement se détacher de ce genre de critiques ou de commentaires, de suivre vraiment son cœur. Moi, j'étais vraiment convaincue quand j'ai vu ce que l'hypnose a fait pour moi, et je me suis soignée toute seule. Je me suis dit: «Mais c'est génial, il y a sûrement quelque chose à étudier, à approfondir par rapport à ce sujet». Donc j'ai continué à suivre mon cœur et à être convaincue de ce que je faisais. Ce n'est pas évident, hein, de se couper, entièrement des critiques ou des commentaires ou de ce genre de remarques de notre entourage. Souvent, c'est aussi les conjoints. Moi, j'ai eu la chance que mon mari me soutenait dans mes projets, même les plus fous. Mais souvent, ce que je rencontre quand j'accompagne aussi les personnes en transition professionnelle, c'est que mon mari il pense que je suis folle, il dit que je suis irresponsable, donc c'est vraiment pas facile à supporter. Donc juste continuer à étudier les sujets qui nous intéressent, la voie professionnelle qui nous intéresse, et vous allez voir, ça c'est quelque chose de très très magnifique pour parler des choses positives, que souvent les personnes qui au début nous rejettent ou nous comprennent pas dans cette transition professionnelle reviennent vers nous plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, pour demander nos conseils, pour se renseigner comment on a fait justement ce choix, cette transition, parce que elle voit que ça nous fait du bien et qu'on a changé, qu'on est devenu entre guillemets une meilleure version de nous. Donc ça fait partie des obstacles qu'on rencontre. Une autre, c'est le fameux flou artistique que tu as évoqué. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette expression. Mais il est normal. À un moment donné, on l'expérimente, on le connaît. C'est une période qui peut durer quelques semaines, quelques mois. Moi, il y a 6 ans, c'était une période qui a duré 1 an et demi, quasiment, carrément. Donc pendant 1 an et demi, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire professionnellement. Donc pareil, encore une fois, c'est la prise de conscience. Si on est conscient de ça, si on est conscient qu'il faut quand même traverser cette période pour se retrouver mieux ensuite, et si on sait que ça peut durer des mois, peut-être quelques années, c'est un peu plus rare, mais c'est possible aussi. Quand on le sait, c'est beaucoup plus facile aussi. Oui, oui, c'est vrai que ça peut durer, hein.
quelques semaines. Mais après, avec le recul, je me dis, est-ce que pendant toute ta vie professionnelle, c'était pas le flou artistique finalement? Aussi, tout à fait, parce qu'on fait des choses qu'on pense qu'on doit faire ou on est censé faire, et au fil du temps, on se découvre dans la vie, et c'est des découvertes, elle est perpétuelle, elle est éternelle, j'ai envie de dire. Et après, est-ce que tu rencontres souvent ou pendant l'accompagnement, ou bah, tu disais le manque de confiance, syndrome de l'imposteur un petit peu aussi? Aussi, beaucoup. Encore une fois, je peux beaucoup parler des femmes, mais c'est pas le cas que des femmes, loin de là. Et une chose qui est rigolote, je me rappelle quand j'ai entendu ce terme pour la première fois il y a quelques années, je le connaissais pas du tout. Je me disais, mais c'est quoi cette connerie? Enfin, franchement, moi, je l'ai jamais eu. Au contraire, j'ai toujours été super confiante, super débrouillarde. C'était avant de l'entrepreneuriat, quand tu Tout étais à encore fait, salariée? bien avant, tout à fait. Et j'ai découvert que je l'avais, ce syndrome, mais vraiment d'une manière assez importante. Et c'était assez bizarre de le découvrir en moi, en fait. Donc c'est quelque chose qui qu'on a tous plus ou moins en nous. Donc pour développer, déjà pour expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas, d'accord, le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation déjà aussi d'une certaine infériorité, d'accord, on se sent inférieur, on manque de confiance en nous, mais on pense aussi que tout ce qu'on réussit professionnellement, parce que là on parle de la vie professionnelle, c'est pas grâce à nous, d'accord? On est là un peu par hasard, on fait des choses, mais si on réussit, c'est parce que ben, l'entreprise nous permet de réussir, ou parce que je travaille et je fais partie d'une équipe tellement chouette que c'est grâce à cette équipe-là que j'ai fait quelques bons résultats dans mon travail. Oui, c'est adaptable aussi à la vie personnelle, parce Tout que à moi, ça fait, tout à m'arrive fait. souvent, quand il m'arrive quelque chose de bien, où je me dis, ah, j'ai eu de la chance, et quand il m'arrive quelque chose de mal, c'est, oh, c'est ma faute. C'est exactement ça. Bon, là, je parle de la vie Ouais, professionnelle ouais, parce que oui. ton podcast, il est axé un peu C'est plus ça. sur la vie professionnelle. Mais effectivement, c'est dans tous les domaines. Donc, la vie professionnelle, la vie personnelle. Moi, j'aime bien dire qu'on n'a qu'une seule vie. Oui. D'accord? Euh, effectivement, c'est vraiment ça. C'est souvent les personnes qui ont des difficultés d'accepter les compliments. D'accord? Donc, si je te dis, mais c'est super ce que tu as fait, c'est super le podcast que tu as fait, toi, tu vas avoir ce sentiment que c'est pas grâce à toi que tu l'as fait, c'est grâce à plein d'autres éléments extérieurs, mais pas à toi. Effectivement, quand il s'agit d'un échec, et encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est juste des expériences. Tu vas les prendre très personnellement et tu vas te sentir très coupable. Ce sont souvent des personnes qui ont un côté sensible assez élevé et un côté perfectionniste. Ça va de soi, de toute façon, ça va de pair. Donc, il faut que tout soit parfait. Et si c'est pas parfait tout de suite, on se sent pas bien, on se sent voire même coupable. Et aussi, il y a aussi ce côté très très sensible. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de parler des personnes hypersensibles, mais souvent, ça va de pair justement. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est souvent visible et parfois, comme moi, on le découvre sans savoir qu'on l'a. Et du coup, quels seraient tes conseils pour le surmonter, ou pour essayer, enfin, vu qu'on l'a tous plus ou moins, est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut travailler sur ça? Tout à fait, tout à fait. On peut travailler sur tout. Moi, j'aime bien commencer par des conseils vraiment pratico-pratiques et simples, parce que les sujets d'hypersensibilité, des confiance en soi, de syndrome d'imposteur, je peux en parler pendant des heures et j'adore ça. Mais tout simplement, tout Et à l'heure, d'ailleurs, on on n'a pas parle. dit dans la présentation, Ouais, mais je te coupe, je suis désolée, mais c'est on pas grave. reviendra après, que tu proposes des ateliers confiance en soi aussi. Tout Ça à peut être ça, fait. ça. C'est à Villefranche-de-Lauragais, dans la région d'Occitanie. C'est souvent le dimanche. C'est sur une journée Donc si ça qu'on intéresse des fait des personnes, voilà. ateliers de confiance en soi. Donc tes conseils pratico-pratiques pour surmonter. Pratico-pratique. Justement, la prochaine fois quand vous allez entendre un compliment. Bon, au début, peut-être vous avez des difficultés pour réagir, pour dire quelque chose. Et souvent,
Souvent on dit non, non, c'est pas moi, ou on rejette même les compliments. Ça, c'est vraiment très, très rigolo. Commencez à accepter les compliments que vous entendez. Donc ça, c'est le premier conseil qui est très pratico-pratique. Même si au début, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'avez envie de rien dire, c'est pas grave. Au début, vous dites rien. Et ensuite, petit à petit, vous pouvez commencer à dire merci, c'est gentil, ou je te remercie pour ces compliments. Effectivement, je suis contente de ça ou de moi. Donc ça, c'est le premier conseil. La confiance en soi, bien sûr, c'est tout un travail pour augmenter sa confiance en soi. Et plus on se connaît, plus aussi on augmente la confiance en soi. Et avec ça, le syndrome de l'imposteur peut disparaître. La connaissance de soi. Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Donc, on disait tout à l'heure que le syndrome de l'imposteur est lié souvent avec cette envie de faire tout parfaitement bien. Une fois quand on est conscient, quand on a un peu, voire beaucoup ces côtés perfectionnistes, ça nous aide aussi à diminuer le syndrome de l'imposteur. Ah oui, tu m'as fait faire cet exercice où il fallait faire quelque chose et que ça soit pas fait parfaitement. Tout à fait. Et moi, c'est aussi mon challenge à moi qui est toujours là. Hein. J'ai toujours ce côté perfectionniste, mais j'essaye de bien les vivre parce que c'est bien de l'avoir. Je dis pas du tout que c'est pas bien de l'avoir ou qu'il faut l'éliminer, mais il faut essayer justement de faire des choses naturellement, même si elles sont pas parfaites. Mais je me Et rends compte être OK avec ça. ouais. Ouais. Je pense que j'ai fait un gros travail grâce à toi là-dessus parce que ma bande-annonce du podcast, je la trouvais pas parfaite. Je l'ai quand même postée. J'ai dit tant pis. Et je sais plus, le site internet aussi, pas pour le podcast, mais pour mon autre activité. C'est pareil. Et je me suis dit, il vaut mieux un site qui soit simple, mais clair et précis et qui fasse le job en gros, plutôt que quelque chose de trop évolué ou des choses comme ça, mais pour pouvoir lancer les offres et que ça soit accessible un peu pas le plus rapidement possible, mais je voulais quelque chose de propre et rapide en fait. Et j'ai eu du mal, mais j'ai réussi à le mettre en ligne alors que je le trouve pas parfait. Mais je me suis dit que j'apporterais les améliorations au fur et à mesure, petit à petit. Tout à fait, super. C'est vraiment chouette et on peut commencer par ça, même si ce n'est pas évident, justement, quand on voit quelque chose qui n'est pas parfait. C'est ça. Et donc, t'as parlé qualité et défaut. Du coup, on va peut-être revenir au sujet autodidacte. Et selon toi, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour pouvoir se former en autodidacte, pour se former en autodidacte? C'est la curiosité, parce que ça commence par ça. Moi, quand j'ai lu les livres La puissance de l'inconscient, j'étais curieuse de découvrir les sujets, d'en savoir plus. Je ne savais pas du tout où ces livres allaient m'emmener, vraiment. T'as pas fermé le livre et après tu t'es dit ouais, j'ai lu un livre. Tout à fait. Tout à fait. Donc déjà, j'étais fascinée par ce que j'ai lu. Je donne cet exemple parce que c'est vraiment l'exemple qui a commencé beaucoup de choses dans ma vie. Mais qu'est-ce qui m'a poussée à lire ces livres? C'était la curiosité. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut lire 10 000 livres différents, mais ne jamais rien appliquer de ce qu'on a lu. Moi, je pars du principe qu'il faudrait lire un livre ou 2 livres dans ta vie, pas plus. Bon, j'exagère un peu, bien sûr, mais revenir constamment sur ces livres et appliquer ce que tu as lu, parce que sinon, ça reste que théorique. Et si c'est théorique, tu n'intègres vraiment pas ce que tu apprends, d'accord? Tu l'expérimentes pas. L'expérience, c'est la chose la plus importante, la plus importante. Ça me fait rebondir sur le livre que vous m'avez. Tu l'as lu aussi? Que vous m'avez. J'ai lu les descriptifs et j'ai trouvé que ça pouvait te correspondre. Alors, je conseille. Donc, c'est Help Me de Marianne Power. Donc, c'était mon cadeau de fin de bilan. C'était pas prévu, mais j'ai envie d'en parler. Et alors, justement, c'est le sujet. En fait, pendant 1 an, tous les mois, elle décide de mettre en œuvre un livre qu'elle a lu de développement personnel. Donc, tous les mois, elle applique, elle essaye d'appliquer à la lettre ce qu'elle a
lu dans un des livres. Donc il y a 12 livres. Je vous laisse découvrir l'histoire, mais c'est assez... C'est pas mal. Ça se lit super facilement et franchement, je le recommande. Après, ça fait peut-être beaucoup 12 ans, 12 mois. Tout à fait, tout à fait. Et ça vient un peu plus tard, c'est-à-dire le sujet de ces livres, c'est comment ne plus être dans le développement personnel quand tu as été dans le développement personnel pendant des années ou pendant un an en l'occurrence. C'est ça, Parce c'est que sortir et prendre que les bonnes choses finalement, pas tout à forcément fait, tout appliquer à la lettre. c'est ça. Tout à l'heure, quand je parlais des livres qu'on lit, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui lisent ou même qui participent à des ateliers ou à des formations. Donc il y a bien sûr une différence entre rien appliquer dans la vie quotidienne et appliquer tout à la lettre. Moi je parle de ce juste milieu, de cet équilibre entre les deux, pour expérimenter et choisir ce qui est bon pour nous et ne pas rentrer dans d'autres chemins parce qu'attention, le développement personnel, c'est aussi un sujet qui est très vaste que j'aime beaucoup, mais qui peut aussi nous faire rentrer dans d'autres cadres. Or, l'idée, c'est vraiment devenir de plus en plus soi-même. Et pour revenir sur les conseils dont tu viens de parler pour les personnes qui souhaitent se former, autre que la curiosité, parce que c'est vraiment la curiosité qui commence. Oui, les qualités essentielles. Tout à fait. Et après, ouais, c'est Vas-y. après mais c'était après les conseils que tu devais, que si tu devais donner des conseils à une personne qui souhaite se former en autodidacte. D'accord. Oui, oui, oui. Bon, ça peut se lier ensemble. Tout à fait, parce que je voulais juste parler du côté persévérant. Oui. Moi, c'est le côté qui pêchait. Je suis honnête, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient et je commençais quelque chose, je terminais pas. Donc, je faisais partie aussi de ces personnes qui lisaient beaucoup, qui faisaient pas mal de choses. Et finalement, on peut pas vraiment devenir un expert dans un domaine si on reste pas persévérant. Donc si voilà, ça fait partie des qualités sur lesquelles bien sûr on peut aussi travailler et des choses à mettre en place, c'est-à-dire que je donne un exemple, si aujourd'hui il y a une personne qui est intéressée par un nouveau métier qu'elle ne connaît pas et qu'elle commence à se renseigner là-dessus, à lire, à faire des formations, qu'elle reste persévérante et qu'elle Ouais, c'est pas le comble de la curiosité justement. Est-ce qu'on n'est pas justement trop curieux et que c'est ça qui nous fait tout le temps changer ou de sujet ou peut-être pas approfondir certaines choses? aussi tout à fait, mais après c'est bien d'être curieux. Alors c'est un peu à double tranchant. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est chouette, c'est nécessaire, c'est indispensable d'être persévérant, surtout s'il s'agit d'un nouveau métier. D'accord? Parce que dans la vie de tous les jours, on peut se former à plein de choses différentes et enrichir ses connaissances. Mais si on veut quand même devenir expert dans un domaine, comme moi, par exemple, j'ai commencé avec l'hypnose sur moi. Après, j'ai fait la première formation. Après, j'en ai fait d'autres. Mais je voulais vraiment être expert dans ces domaines. Je voulais pas juste m'inventer comme ça une hypnothérapeute. Donc là, je parle de métier quand même. Un métier, c'est quelque chose qui est plus sérieux. D'accord? Oui, et après il y a ouais, comme tu disais aussi je sais pas comment dire ça, mais l'autre facette, c'est tu dis dans un nouveau métier, mais même des fois quand on est dans un métier depuis longtemps, il y a des personnes qui arrêtent de se former et ça c'est juste, enfin moi ça me choque, mais ou tu vois, ou même des médecins par exemple. Enfin je sais pas, je c'est pas pour, mais je pense qu'il y a certains métiers où les gens ne se forment pas assez au quotidien quand même, hein, et qui devraient remettre à jour leurs connaissances. Et alors est-ce que c'est un manque de curiosité, un manque c'est souvent un manque de temps plutôt, mais c'est aussi un autre problème, quoi. C'est de pas chercher à se former. Et à évoluer, parce que c'est l'évolution, en fait. Après, c'est Oui, pas, ça vient des moments différents dans la vie. Moi, ça s'est déclenché vraiment il y a 6 ans. C'est-à-dire avant, j'étais pas aussi curieuse, je voulais pas apprendre autant de choses. Et depuis 6 ans, c'est continuel. Et je sais pas t'expliquer. Est-ce que c'était cette période de chômage qui a déclenché ça? Est-ce que c'était le livre que j'ai lu? Mais en tout cas, j'invite beaucoup de personnes à redevenir curieuses. C'est peut-être comme ça que je peux le dire.
que ça soit dans un nouveau métier, dans le métier existant, actuel, redevenez curieuse parce que ça va vous ouvrir, ou curieux, hein, pardon. Oui, mais tu dis que tu l'étais pas, mais enfin, je connais un peu de ton histoire et tout, mais tu t'ennuyais vite dans un poste aussi. Donc c'est que quelque part, t'avais quand même fait le tour au bout d'un moment et ta curiosité, elle était peut-être pas assez exploitée aussi. Tout à fait, mais ça c'est lié à ce côté un peu sensible et un peu au potentiel. Voilà, disons, disons ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Donc, ouais, c'était comment dire, l'environnement qui te convenait pas. C'était aussi les deux, hein, aujourd'hui, quand je pense à ça, c'est-à-dire l'environnement, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent dans les entreprises dans lesquelles on travaille, on nous propose pas de possibilité d'évolution. C'est en train de changer, c'est ça qui est chouette, vraiment. Il y a des grands changements sur le marché de l'emploi, dans les entreprises, mais souvent, justement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais pas de possibilité d'évoluer. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, j'apprends vite, j'ai fait vite le tour, ben je change. Et oui. Donc ça, c'est une chose. Mais tu crois qu'en évoluant, ça aurait pas été le même problème? Parce que moi, c'est la question que je me suis posée avant de faire le bilan avec toi. J'étais partie pour évoluer dans la branche, entre guillemets. Et je me suis dit, mais si dans 2 ans, 3 ans, où tu refais les mêmes choses et tu te retrouves à avoir fait le tour et à commencer à t'ennuyer, même si t'évolues, au bout d'un moment, t'as toujours une fin en soi. après, tout à fait. Après, ça dépend vraiment des objectifs et ça dépend de l'évolution que tu as dans ta vie et des chemins que tu empruntes. C'est vraiment, il n'y a pas une vérité universelle. Ça peut être l'entreprise, mais ça peut être toi aussi qui te bloque. Et moi aussi, c'est ce que j'ai compris un tout petit peu. Par exemple, ce que j'ai découvert, parce que j'ai bien analysé mon parcours professionnel. Donc certes, je suis quelqu'un qui apprend vite, qui fait assez vite qui fait vite le tour, qui a envie de passer à autre chose, qui a envie d'évoluer, mais aussi j'ai compris après toutes ces expériences que je manquais de persévérance. Et peut-être si j'avais été un tout petit peu plus patiente, plus persévérante, une entreprise ou une autre m'aurait proposé des possibilités d'évolution qui n'étaient pas accessibles au moment donné, mais qui auraient pu être accessibles 1 an plus tard, par exemple. C'est pour ça, il y a toujours deux choses pour moi à prendre en compte. Effectivement, l'environnement extérieur, qui peut soit nous pousser vers le haut, soit nous tirer vers le haut, et nous motiver. Donc, faut faire le point sur ça. Est-ce que là où je travaille, ça me convient? C'est qui mes collègues de travail? C'est qui mon manager? C'est quoi le secteur d'activité de l'entreprise? Mais aussi prendre en compte le volet personnel. Qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour être bien, tout simplement, dans l'entreprise, même si c'est l'entreprise actuelle ou le métier actuel. Je ne sais pas si j'ai été claire, si j'ai répondu Oui, si, à ta c'était question. clair. C'est Parce pas que là, grave, je pense prends qu'on ton a temps. je pense, le tour. Et si, j'aimerais savoir quel genre d'élève tu étais pendant ton parcours scolaire et si tu aimais l'école ou pas. Et comment tu voyais l'apprentissage, en fait, un petit peu. Si ça a eu des impacts sur ta vie maintenant ou pas du tout. Donc, pas bien, je le voyais pas bien, je serai franche. Premièrement, j'étais un peu le clown de la classe. J'aimais toujours rigoler, faire rire les élèves et aussi les profs. J'étais aussi une élève qui était rebelle, hein. Une fois, je me suis, enfin, pas presque fait expulser de l'école, mais pas très loin. Donc, je voulais pas rentrer dans les cadres, en fait. J'ai toujours eu ces côtés un peu rebelles, un peu, il y a d'autres choses à faire dans la vie. J'ai suivi, malgré tout ça, le parcours professionnel, le parcours classique. D'accord? Donc, bac plus 5, un bon diplôme pour commencer une vie professionnelle. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Après, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Le chemin, c'est surtout le chemin qu'on veut avoir dans notre vie.
Donc que vous ayez eu ou pas l'éducation classique, bac plus 2, 3, 4, 5, 8 ou même rien, ça ne veut rien dire. Tout ce qui est le plus important, c'est la personne que vous voulez devenir et aussi, bien sûr, votre épanouissement professionnel que vous voulez avoir. Mais pour revenir sur ta question, ce que j'aimais pas à l'école, c'est l'effet de rester quand même au banc, d'accord, dans le banc, on dit sur le banc de Sur les bancs de l'école l'école, oui. pendant 2 heures. Donc moi, j'ai trouvé ça ennuyeux. On peut parler longtemps du système d'éducation nationale. Moi, je suis polonaise, mais c'est pareil dans beaucoup de pays, que ce soit en Pologne, Oui, que ce j'allais te soit en demander, est-ce que France. c'était toi qui étais pas intéressé par les cours? Est-ce que c'était les cours que tu trouvais pas intéressants? Enfin, il y a les deux aussi qui peuvent... C'est pas tant les cours ou les Ou sujets, les profs, t'as pas les eu des matières, profs qui étaient voilà. plus... Les matières, des profs qui étaient plus inspirants que d'autres aussi, Tout à fait, ça c'est souvent le cas. Mais c'est aussi ce système d'enseignement où tu as un prof devant toi qui parle et tu prends les notes et après tu apprends les notes par cœur et après tu les restitues lors d'un examen. Et quand tu penses à ça, c'est l'encontre de l'apprentissage qui est naturel. Et Où ouais, la mais tu vois, personne, je ouais, suis pas tout à fait d'accord parce que dis-moi. moi, ce que je disais là quand on en a parlé, qu'on analysait un peu le truc et tout, en fait, Mhm. il y a eu pendant longtemps, j'avais pas forcément de matière préférée. En fait, j'aimais juste apprendre. J'apprenais quelque chose, ça me faisait kiffer, peu importe la matière, peu importe. Enfin, et des fois, en fait, tant que j'ai eu appris quelque chose, ben je me régalais en fait. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Après, tu m'as posé la question par rapport à moi, donc Oui, je oui, oui, parle oui, non, juste non, de mais mon oui, expérience oui, oui, non, mais tout à fait. personnelle. C'était pas pour, mais ouais, ouais, c'est fou comme, en fait, mais c'est pas un reproche par rapport, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste le fait d'apprendre, peu importe la forme, qui me fait, et que ça soit à l'école ou un truc comme ça. Et après, je sais que c'est plus difficile et que pour certaines personnes, c'est pas tout à fait comme ça, tu vois, mais, c'est c'est bien, enfin c'est pour ça que j'aime bien cette question aussi, parce que ça fait réfléchir sur comment on était et comment on appréhendait l'apprentissage, et comment ça Tout pouvait à être fait. Et comme tu sais, il y a des personnes comme toi qui adorent apprendre et indépendamment de la manière avec laquelle elles apprennent, c'est super. Et d'autres comme moi, je pense que j'aimais apprendre, mais l'école n'a pas stimulé cette envie. et oui, c'est ça, des Et fois ce c'est qui me manque de dérangeait stimulation. plus, justement, c'est être assise pendant des heures à l'école. Moi, j'avais vraiment besoin de bouger. Donc, c'était assez difficile pour moi. OK, donc un peu de ouais, il aurait fallu des choses plus actives pour toi, pour te Oui, faire, tout à fait, apprécier l'école. avec des sons, des couleurs, de olfactifs, tu sais, pour encore mieux apprendre. Mais c'était voilà, c'était mon expérience personnelle. Oui, oui, c'était pas pour, c'était pas pour dénigrer ton expérience, ni Tout à rien, hein, fait. c'était juste, Chacun est différent. Mais aujourd'hui, l'apprentissage que j'ai, que du coup je me fais moi-même, et que t'as choisi, oui. tout à fait, et que j'ai choisi, il est beaucoup plus intéressant pour moi que ce que j'ai eu à l'école. Mais encore Donc, une en fois, fait, c'est une on peut dire quand même expérience. que des fois, quand même, l'école, c'est pas hyper fun et ça donne pas envie Mais tu les d'en- vois avec tes enfants, moi aussi les miennes, j'ai 2 enfants et c'est maman, j'aime pas l'école. Fou. Ah non, moi non, Moi, c'est ah non, mais moi non, c'est pareil. Je pense que j'en ai une, non, l'autre qui jour, aime pareil. beaucoup, ouais. Oui. J'en ai une des deux qui m'a dit, maman, je suis contente parce que aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Et du Ah coup, ben, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et en elle fait, a je pense hérité qu'elle, ça de toi. ouais, je pense qu'elle a hérité ça de moi. Après, ce qui est chouette et ce qui est positif, c'est qu'il y a aussi beaucoup de changements à l'école. Et ça, c'est vraiment bien. Ce côté d'enseigner à travers d'autres outils se développe. Donc, Oui, parce que moi, ils ont quand même c'est un tableau tactile géant à l'école où ils font des tout trucs à fait. dessus. Ça change. Les choses changent. Oui, Espérons en bien. tout à fait. On va Ça, peut-être c'est bien, pouvoir c'est conclure positif. sur ça. Ouais, on va peut-être conclure sur ça, sur quelque chose de positif. Mhm. C'est que les choses peuvent changer et c'est pas forcément négatif le changement. Ça peut aussi apporter de belles choses et de choses positives. Tout à fait. Pour aussi te rejoindre dans ces propos, moi, j'ai beaucoup changé. J'aime dire aux personnes qui me rencontrent qu'elles auraient jamais aimé me rencontrer il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Alors c'est toujours la même Maria, mais
une très très bonne, enfin une meilleure version en tout cas de Maria d'il y a 6 ans. Donc je suis pour les changements, je suis absolument pour les changements et les changements positifs. D'où aussi voilà le nom de mon site et de mon compte aussi Instagram Positivy, parce que tout a commencé à changer dans ma vie quand j'ai commencé à aller vers ce changement positif pour moi. Donc en conclusion, il y a 6 ans, Maria n'aurait pas été invitée au podcast où elle n'aurait pas fait ces changements. Vous n'auriez pas eu l'occasion de la rencontrer à travers ce podcast. Je vais te dire un grand merci parce que merci je pense beaucoup pour cet échange. Bon, c'était pas forcément que sur la formation en autodidacte, mais c'était c'est prévu pour mon 2e épisode et j'ai pas envie non plus de rester dans un cadre très strict et je pense que ça peut apporter quand même pas mal d'informations et ça peut aider des gens. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils, ce témoignage que tu nous as fait et ces différentes anecdotes. J'ai passé un très très bon moment avec toi. J'espère que c'est pareil pour toi. Je sais pas, tu peux dire si c'est pas pareil, t'as le droit. Ça a été super intéressant et très agréable. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était Lo de l'autodidacte. À bientôt. Pour la musique, j'ai choisi le titre Paris la nuit de Virtual Friend.